Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Johan Montenot, designer et chargé de projet au Design Spot, le centre de design de l'Université Paris 5. Aujourd'hui, nous accueillons Julien Benayoun de l'agence Bold Design. Et Julien a intégré en fait dans son process de designer le principe de l'OTech. Et donc aujourd'hui, Julien va nous présenter sa démarche. Donc, Julien, c'est à toi. Merci beaucoup, Johan. Alors, bonjour à tous. Merci, Johan, pour l'introduction et merci beaucoup pour cette invitation. Du coup, comme tu disais, je suis designer et cofondateur de l'agence Bold Design avec William Boujon, qui est designer également. On a fondé l'agence en 2008. On se concentre sur le design produit, objets, mobilier. On accompagne des entreprises voilà, dans leurs besoins de design. En 2015-2016, on s'est beaucoup intéressé aussi à l'impression 3D. Et vous verrez que ça aura aussi une influence dans le parcours. Du coup, 2008, c'est aussi l'année du diplôme. C'est une année où finalement on a pour la première fois une totale liberté dans ce qu'on peut faire, beaucoup d'idées. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas du tout envie de travailler pour un objet ou un produit qu'on trouverait comme ça sur une étagère, que des gens avec certains moyens financiers pourraient s'offrir, mais de travailler dans un contexte où les gens avaient un réel besoin et pas forcément les moyens d'obtenir et d'améliorer leur situation. À l'époque, on parlait pas de low-tech, mais voilà, je m'intéressais, j'aurais aussi bien pu faire un projet autour du savon, des toilettes sèches, et en l'occurrence, une enquête pendant la rédaction de mon mémoire m'a amené à travailler avec Emmaüs à Paris, et notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, et avec des femmes en fait qui n'ont pas le choix que de partager une petite chambre, euh, et voilà, peu d'intimité, une sécurité parfois un peu précaire, etc. Et donc l'idée, c'était, avec des moyens assez simples, si possible la récupération des ressources locales, de travailler sur un système qui améliorerait leurs conditions. Et puis ça s'appuie aussi sur le réseau Emmaüs pour toute une question de personnalisation, etc. Donc en fait, en 2023, je suis invité à parler de low-tech, mais je me rends compte que dès mes études, en fait, j'étais vraiment très intéressé par toutes ces notions-là. Toujours pendant mes études et en fait pendant la rédaction de ce mémoire, on me conseille fortement de lire ce livre, Design pour un monde réel, de Victor Papanek. C'est un livre qui est en fait un manifeste autour de la question de ce que devrait être le design, hors des questions de marché. Et donc, c'est un ouvrage vraiment précurseur et qui a eu une forte influence, notamment pour l'inclusion des problématiques sociales, environnementales et des enjeux de durabilité dans les démarches de conception. Voilà, il cherche à reconfigurer de manière radicale les formes et surtout les missions du design. Donc, je recommande fortement à l'Assemblée ici, si ce n'est pas le cas, de lire ce très beau livre qui a été réédité en français il y a quelques années. Et dans la lecture de ce livre, je tombe sur ce projet qui m'a fortement marqué aussi en tant qu'étudiant en design. J'avais lu La laideur se vend mal, comme tout étudiant en design de Raymond Lévy, et là on est sur quelque chose qui clairement n'a pas une recherche esthétique d'un objet qu'on va essayer de vendre, etc. Il faut savoir que Victor Papanek, durant sa carrière et durant sa vie, s'est installé dans différents pays, il a un peu fait tous les continents, et il a commencé à connaître en fait les locaux, les us et coutumes, et à travailler en fonction de ça, pour connaître finalement le contexte dans lequel il allait travailler et les gens pour lesquels il allait proposer des choses. Et donc, je tombe sur ce projet-là en me demandant qu'est-ce que c'est, parce que a priori, c'est pas très lisible comme ça. Et en fait, il s'agit d'une radio qui coûtait à l'époque 9 cents à fabriquer de manière artisanale.
et qui utilisent des matériaux abondants de récupération, une canette de jus de fruits, de la cire de paraffine, une mèche, et en fait, une fois que cette cire va brûler, dégager de la chaleur, de l'énergie, et permettre d'alimenter un petit récepteur. Et ce qui permet à des gens éloignés, isolés, d'avoir accès à l'information, etc. Donc c'est un projet que moi qui m'a voilà, que j'ai toujours gardé en tête. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, à un moment donné, la cire va se consumer, mais on peut la remplacer par de la bouse de vache, encore de la cire, du papier, en fait, toute chose qu'on aura sous la main pour pouvoir créer cette énergie et alimenter l'appareil. Et donc je fais un bond là dans le présent. Il y a des ingénieurs qui s'intéressent beaucoup à la question des low-tech, à la question des limites, à la question de l'énergie et des ressources. Et parmi ceux-là, il y a Philippe Biwix, qui est directeur général de la REP, ingénieur et spécialiste de la finitude des ressources minières et son étroite interaction avec la question énergétique. Il y a énormément de ressources, de conférences, de podcasts qu'il a fait. Il y a ce livre-là, qui est aussi une référence, L'âge des low-tech, vers une civilisation techniquement soutenable, et une revue aussi Social Tech, excellente, que je vous conseille, et qui a sorti un hors-série sur la question des low-tech, et qui remet à plat un certain nombre de choses, qui parle d'énormément d'initiatives, et qui définit très bien la question. Donc il a déjà quelques années, mais il est encore tout à fait d'actualité. Et Philippe Biwix a contribué à l'écriture et à l'élaboration de ce numéro. Euh, un autre acteur ou des acteurs incontournables des low-tech. Alors là, ici, Corentin de Châtel-Perron, qui est ingénieur également, ingénieur français, aventurier. Vous connaissez peut-être à travers ses documentaires. Il a fait plusieurs fois le tour du monde pour aller scanner, comme il dit, la planète et aller trouver des solutions pertinentes qu'il pouvait tester sur son bateau, finalement, qui est un bateau low-tech et qui est un vrai laboratoire de low-tech. Et il y a une définition, finalement, qu'on pourrait donner si on essaie de définir les low-tech. Donc, selon le Low-Tech Lab, les low-tech qualifient des objets, des systèmes, des techniques, des services, des savoir-faire, des pratiques, des modes de vie et même des courants de pensée qui intègrent la technologie selon 3 grands principes. Ils doivent être utiles, répondre à des besoins essentiels à l'individu et au collectif, contribuer à rendre possible des modes de vie, de production et de consommation sains et pertinents pour tous dans des domaines aussi variés que l'énergie, l'alimentation, l'eau, la gestion des déchets, les matériaux, l'habitat, le transport, l'hygiène et la santé. Alors ces technologies doivent être plutôt accessibles aussi, appropriables par le plus grand nombre, elles doivent être fabriquées dans la mesure du possible ou réparées localement. Ces principes de fonctionnement doivent pouvoir être appréhendés simplement et son coût adapté à une large part de la population. Elle favorise une plus grande autonomie des populations à tous les niveaux et une meilleure répartition de la valeur du travail. Et enfin, une des trois grandes règles à laquelle les low-tech sont censés répondre, c'est la durabilité. Elle invite à réfléchir à optimiser les impacts écologiques, sociaux et sociétaux liés au recours à la technique à toutes les étapes de la vie de cet objet ou de ce système. Ça peut impliquer parfois moins de technique et plus de partage et de collaboration. Et parmi du coup, les fondateurs du Low-Tech Lab, on a Clément Chabot et Pierre-Alain Lévesque. Ils ont en fait, depuis des années, à travers le Low-Tech Lab et leur mission de pédagogie, d'information et d'expérimentation, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils en parlaient beaucoup, mais qu'ils ne les vivaient pas eux-mêmes au quotidien, vraiment pour se rendre compte de ce que ça représentait. En fait, finalement, en termes de confort, en termes de vie, tout simplement, et tout ce que ça peut comporter comme besoin.
Donc ils ont eu l'idée en fait de créer une tiny house qui est un petit bijou low-tech qui est rempli comme ça de solutions pour finalement vivre au quotidien. Et je vous laisse sur un petit morceau de présentation par Clément Chabot lui-même. C'est ici vraiment qu'on capte tout le soleil, hyper important pour la maison. Et à l'intérieur, la suite royale, la petite suite, le poêlito, la gazinière, la marmite norvégienne, le garde-manger, la potabilisation de l'eau de pluie, les toilettes sèches, la douche à recyclage. On a des low-tech cachés un peu partout dans cette maison. Bon, pour le chauffage de la maison, il y a bien sûr le soleil, mais quand il marche pas, on a le poêle de masse. Bon là on utilise les chutes du Fab Lab et on insère le bois par ici et ça permet de chauffer toute la maison. Et en fait, quand le feu s'arrête, après 1 heure ou deux de feu, c'est la masse, en fait, les 100 kilos de sable qui sont dans le bidon, qui vont rayonner et maintenir la maison chaude pendant toute la nuit principalement. L'eau du robinet, c'est l'eau de pluie directe qu'on vient juste filtrer, elle n'est pas encore potable. Et donc pour la boire, en fait, on utilise ce filtre à charbon qui la rend... Merde. qui la rend potable. Aussi, une des techniques, moi, qui me fait vraiment... que j'aime le plus, en fait, tout simplement dans la maison, c'est le garde-manger. Donc, comment est-ce qu'on conserve nos aliments en essayant de se passer de réfrigérateur. Et là, ça c'est la machine du futur. En fait, on a juste mis une fenêtre au nord qui donne dans un meuble. Et puis là, on est en hiver et dehors, il fait la même température que dans un réfrigérateur. Donc c'est quand même dommage d'être branché alors qu'il y a juste à ouvrir une fenêtre. En fait, on se rend compte de beaucoup de choses. Bon, alors, il y a un peu de name dropping de low-tech. Certains d'entre vous doivent en connaître certaines, parmi les plus diffusées et connues. Donc, cette tiny house est déconnectée des réseaux. Et en fait, aussi, ce qu'on entend un peu à la fin, c'est une notion de bon sens, c'est-à-dire pourquoi avoir dans un intérieur chauffé à 20 degrés une armoire à, je sais pas, on va dire 5 degrés, alors que c'est la température qu'il fait dehors. Donc il y a plein de notions comme ça, un peu de logique, et de se reconnecter avec notre environnement sans forcément perdre, là en l'occurrence, en confort. Alors, parmi les missions du Low-Tech Lab, il y a un wiki en fait qui permet à toute personne qui souhaite fabriquer ces solutions low-tech de trouver des tutoriels avec le temps potentiel de fabrication, finalement comme une recette de gâteau, les ingrédients, et après à vous de trouver ce qu'il y a autour de vous. Alors là, les images que vous voyez, c'est finalement les images de couverture de ces tutos. Finalement, voilà, ils ont été testés par le Tech Lab. On est plus sur une question peut-être de bricolage parfois. En tout cas, on pourrait dire que ces low-tech ont bien un certain nombre de points communs entre elles. Qu'est-ce que pourraient être ces points communs à mon avis, enfin, je considère, et le Tech Lab considère qu'elles cochent toutes les cases de l'utilité, de la durabilité et de l'accessibilité. Mais elles ont aussi potentiellement, telles que présentées là, un autre point commun, c'est qu'on peut questionner leur désirabilité. Et Julien, ouais, du coup, effectivement, moi, c'était une petite remarque par rapport à ça, sur la notion de désirabilité. Encore que la maison, la tiny house, je trouve qu'elle a un aspect assez chaleureux, quand même, globalement, enfin, si on regarde dans l'ensemble. Et c'est vrai que quand on regarde les solutions low-tech plus en détail, c'est vrai que souvent, c'est des choses qui sont bricolées, donc de manière très artisanale. On n'est pas dans un process industriel lourd qui permet du coup de faire des choses très, très bien finies. Mais du coup, j'imagine que c'est là où tu vas en venir, c'est-à-dire que on a quand même des moyens de réaliser des choses mieux réalisées, et c'est là où le designer a un rôle à jouer, quoi. tout à fait. Et en fait, le Tech Lab, donc, qui est quand même plutôt un endroit qui a été fondé par une association qui a été fondée par des ingénieurs. Les ingénieurs eux-mêmes se rendent compte des limites, en fait, de ces limites-là, parce que finalement, ils ont beaucoup de retours. Évidemment, ça fait des années qu'ils font ça, et les retours sont très bons, très positifs. Les gens sont très intéressés.
mais au moment de passer finalement à l'étape suivante, c'est-à-dire de se les approprier, de les utiliser au quotidien, là on sent qu'il y a des gros freins, et parmi ces freins, finalement, c'est cet aspect désirabilité. Alors, c'est pas le seul, ça fait pas tout, mais c'est déjà une grosse partie, parce que on peut adhérer intellectuellement à une solution, mais aujourd'hui, dans le contexte français, européen, etc., on est habitué à des objets voilà, avec une certaine esthétique, avec un certain niveau de détail, de finition, une certaine qualité de matériaux, voilà, un côté pratique, fonctionnel, ergonomique. Et en fait, on se rend compte que ça ne prend pas encore suffisamment en compte tous ces aspects-là, que le design travaille évidemment. Et du coup, il y a cette citation de Pierre-Alain Lévesque qui dit qu'il y a effectivement un énorme travail à faire autour du design pour les rendre plus esthétiques et surtout ergonomiques. Ces systèmes qui souvent en plus utilisent des matériaux de récupération, donc qui amplifient ce côté un peu parfois bricolé. Et par rapport à ce bricolage, l'autre limite, effectivement, c'est la question du faire soi-même. Tout le monde n'est pas bricoleur, tout le monde n'est pas en capacité de faire des choses qui vont tenir, enfin voilà, qui vont tenir même dans le temps ou qui vont être faciles, agréables à utiliser et qu'on va vouloir voilà, comme ça valoriser dans son environnement. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup, donc malgré tous ces tutos qui sont mis, malgré la forte adhésion comme ça intellectuelle du public, il y a d'énormes sollicitations pour savoir où acheter ces systèmes. Voilà, clé en main, tout fait. Beaucoup sont pas prêts à fabriquer par eux-mêmes et parfois on ne peut tout simplement pas en fonction de certaines techniques. On est sur des technologies, des techniques plus basses que d'autres high-tech, etc. Évidemment, on va demander à personne de fabriquer son réfrigérateur, mais même pour fabriquer un frigoriseur, on va en parler plus tard, finalement, euh, c'est pas, on ne fabrique pas à la main, on va pas modeler la terre soi-même, etc. Et donc je passe finalement des ingénieurs aux designers, et il y a de plus en plus de designers depuis des années qui s'approprient ces sujets-là, heureusement. Et parmi eux, il y a euh, Johan et Alizé de Chemin de fer et de Wild Human Life. Pour la petite histoire, donc il y a ce livre Objet low-tech du quotidien qui est sorti il y a quelques mois. Et en fait, pendant des années, ils ont sillonné la France avec leur finalement un peu Fab Lab, low-tech dans leur coffre, dans leur petite carriole, pour aller peaufiner les solutions low-tech, prêcher, on va dire, la bonne parole dans des écoles, dans des villes, dans des villages, etc. Et ça leur permettait finalement voilà, de montrer, de donner envie, d'inspirer et d'améliorer les solutions parmi celles que j'ai nommées juste avant. Et en fait, par rapport au premier four solaire que j'ai montré, je trouve déjà que malgré le fait que ce soit sur des matériaux de récupération, malgré le fait qu'on soit sur un principe de four solaire relativement classique, on sent déjà qu'il y a une sensibilité voilà, dans le dessin de l'objet, dans sa conception, etc., qui fait que déjà en termes de désirabilité, je trouve que on a fait des pas. Euh, et après, c'est vrai que on pourrait dire, mais en fait, la question de la désirabilité, c'est pas la seule limite non plus à l'adoption de ces solutions-là. Parce que qu'est-ce que ça représente si on met en parallèle finalement un four traditionnel électrique et un four solaire? En fait, on se rend compte que on peut pas remplacer vraiment l'un par l'autre. Il y en a un qui fasse jour, qui fasse nuit, qu'il y ait du vent, qu'il y ait du soleil ou pas, on appuie sur un bouton pour peu qu'il y ait du courant. On va pouvoir faire cuire n'importe quoi, n'importe quand et assez rapidement. D'avoir ce genre de solution, la plus belle qui existe, et ben, il faudra se relier toujours, comme je te disais un petit peu tout à l'heure, avec cette histoire de fenêtre dans la tiny, aux éléments. Ben, il va falloir peut-être anticiper et aller commencer à cuire sa quiche à 9 h du matin parce que le soleil commence à arriver. Et peut-être qu'il y aura un gros nuage, et peut-être qu'à 13 h, ben, on pourra manger parce que ce sera cuit. Donc il y a vraiment une remise en question de nos habitudes, nos usages et notre quotidien et notre niveau de confort et notre niveau de contrôle surtout qui est questionné et savoir jusqu'où on est prêt à aller dans ces changements-là. Mais enfin, en fait, ça pose toutes ces questions-là.
Et donc Johan, qui faisait partie du collectif BAM, donc Johan dont je parlais juste avant, avec Johan et Alizé, ce couple qui développe les low-tech et qui essaye de les faire connaître. En 2015, lors d'un événement qui s'appelle la POC 21, en clin d'œil à la COP 21 qui se passait en même temps, et l'idée c'était de se réunir dans un endroit en France et d'imaginer des solutions concrètement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, plus de liens, voilà, enfin, tout ce qu'on évoque là et qu'on connaît. Et parmi ces projets-là, c'est donc POP ou Proof de Concept aussi, Proof of Concept, finalement ils ont imaginé cette cuisine low-tech, ce prototype de cuisine low-tech en 3 parties. Une première partie pour faire pousser les aliments hors sol, une deuxième partie pour les conserver, avec des ambiances de conservation voilà, pour conserver la majorité des fruits et légumes frais. Et puis derrière, Johan, un espèce d'appareil comme ça, qui ne marche pas à l'électricité, mais plutôt à la force humaine, pour battre, pour préparer, voilà, pour transformer finalement les aliments. Et ce qui est intéressant, c'est que ces plans-là sont en libre, donc il y a plein de documentation sur Internet, les plans sont en libre accès, comme on pourrait dire finalement open source. Et alors, petit mot par rapport à l'open source, ou en tout cas enfin, des solutions plus ouvertes, c'est une notion qui vient plutôt du monde du logiciel et de la programmation, et c'est une possibilité de libre distribution et d'accès au code source et de création de travaux dérivés. C'est-à-dire qu'on peut aller prendre une création, pour peu qu'on continue à mentionner, qu'il y ait une traçabilité, mentionner le travail qu'il a fait auparavant et ne pas s'approprier tout le travail, et de l'améliorer, de le pousser plus loin, d'apporter un peu sa pierre, et puis de le re-rendre comme ça pour que ça soit à nouveau approprié par quelqu'un d'autre et qu'il y ait cette espèce d'intelligence collective qui crée voilà, une espèce d'œuvre commune ou de projet commun. Et donc, dans le cadre de Biceps Cultivatus, la cuisine dont je parlais, bah, effectivement, c'est le même principe. Ils en sont arrivés à un certain point qui était déjà extrêmement intéressant dans la combinaison de différentes low-tech entre elles. Et voilà, peuvent être qu'on peut réinterroger encore pour aller à un autre niveau. Dans cette cuisine low-tech, il y a la partie conservation. Et dans la partie conservation, il y a une partie qu'on appelle Zirpot ou frigo du désert. Et en fait, cette solution a été imaginée dans les années 90 par Mohamed Bahaba, qui est un universitaire nigérien. Et en fait, on s'est rendu compte que sa solution, qui était relativement simple et facile d'accès dans le contexte de là où il proposait cet objet-là ou ce système-là, avait beaucoup de sens parce qu'il permettait aux producteurs finalement de multiplier, ou en tout cas de rallonger grandement l'état de leur production, peut-être de passer 1 ou 2 jours à 3-4 jours, 5 jours, ce qui peut être énorme. Et en fait, le principe rapidement, c'est un pot en terre cuite poreuse dans lequel on a mis du sable, dans lequel on a mis un pot en terre cuite poreuse plus petit et qui finalement devient un contenant. Et en humidifiant ce sable, et par le principe, par l'effet de l'évaporation de ce sable dans un environnement plus sec et plus chaud, va refroidir, rafraîchir finalement le contenu de ce dispositif frigo d'usure, parce qu'effectivement, dans des endroits, en tout cas, plutôt chauds et secs, ce système-là est assez efficace. Et on verra plus tard, donc finalement, retenez que ça, c'était, voilà, ça nous arrive des années 90. Sur un même principe, il y a une agence dans la Drôme, une agence de design industriel qui s'appelle Entre autres, et qui a démarré il y a quelques mois un projet de recherche qui utilise le même système de thermodynamie, finalement, on va dire, de récupération comme ça de calories pour rafraîchir un milieu, mais plutôt appliqué à la question du rafraîchissement d'air. C'est des questions récurrentes pendant les périodes de canicule notamment. On sait aujourd'hui que les systèmes traditionnels de climatisation, etc., sont très polluants, n'ont pas vraiment de sens parce que quand il va faire très chaud, on va créer encore plus de chaleur pour refroidir un milieu.
Et en fait, ces solutions low-tech ont vraiment beaucoup de sens. Donc, comme le frigo du désert, finalement, on vient alimenter le système en lui ajoutant un peu d'eau, qui va ensuite pouvoir s'évaporer. Et pour finalement augmenter l'efficacité de ce rafraîchissement d'air, on lui accole simplement un petit ventilateur, si possible récupéré, qui va consommer très peu d'énergie, mais qui va permettre de forcer l'air chaud à travers ce système et ensuite, du coup, le faire ressortir plus. Ces pareil, preuves de concept, prototypes, maquettes ont été réalisées sur une imprimante 3D Terre qui est à disposition au Vite Fab Lab de Cray. Alors, j'ai pas précisé dans la petite présentation, mais du coup, je me suis un peu rapproché aussi de cet outil-là de fabrication et de prototypage. Donc cette machine, on pourrait objecter qu'elle n'est pas elle-même forcément low-tech, elle reste assez simple dans sa production, mais en tout cas, elle permet assez rapidement de tester des choses. Et puis ça pose la question de effectivement, est-ce qu'on est tout low-tech, est-ce qu'on est plus low-tech, quels outils on peut utiliser pour développer des solutions qui sont plus vertueuses. Je reviens à mon exemple de petit lombricomposteur. Donc ça, c'est voilà, l'image un petit peu qui illustre le lombricomposteur sur le tutoriel du Low-Tech Lab. Et on parlait de la question des limites du bricolage individuel, de est-ce que finalement il existe des solutions clés en main, toutes faites, que je pourrais acheter, qui pourraient me plaire, qui seraient quelque chose avec lequel j'aurais plaisir à interagir, etc. Et en fait, voilà, de plus en plus d'entreprises s'y mettent. Je vais plutôt parler dans mes exemples d'entreprises françaises, on en a pas mal et elles font vraiment du bon boulot. Il y a Circle, qui est né il y a à peu près peut-être 2 ans maintenant, euh, qui a été voilà, premier objet finalement, qui a été designé par le designer français. Euh, j'ai un trou, ça va me revenir. Euh, et qui est finalement un lombricomposteur, mais qui n'est pas vraiment vendu comme un lombricomposteur, mais qui est vendu comme un potager de terrasse. Donc finalement, on va valoriser le fait que grâce à une bonne terre, à des nutriments, etc., on va pouvoir faire pousser des choses. Alors du coup, il y a cette question un peu de marketing, on va vendre un peu, on va essayer d'expliciter l'intérêt qu'il pourrait y avoir à avoir ce genre d'éléments. Donc par exemple, sur un élément, on pourrait faire pousser des fraises, de la menthe, etc. Et vous pourriez avoir votre mojito avec certains éléments poussés soi-même, très local. Mais surtout, et aujourd'hui on le voit en plus avec la grève, notamment des éboueurs, des choses comme ça, qu'on a une grosse problématique avec la quantité de déchets qui est produite aujourd'hui. Et en 2024, il y aura une loi, donc on est au courant, on s'y prépare, qui obligera tout le monde à composter ces déchets organiques. Et donc là déjà on se rend compte, a priori si on consomme un certain nombre de produits frais, fruits, légumes, etc., qu'en fait la quantité est assez astronomique et ça n'a pas de sens de la déplacer pour aller la brûler, l'enfouir, etc. Alors qu'en fait on a besoin de cette matière organique que cette décomposition va produire. Donc là, encore une fois, cette question de bon sens, cette question d'être plus connecté finalement au cycle des choses, plutôt que de rester dans cette linéarité qui a montré beaucoup de ses limites. Et ça inspire pas mal finalement d'entreprises, cette question du lombricomposteur. Et là, finalement, c'est une autre approche, donc une entreprise française, Transformers, qui, pareil, imaginée par un designer français, fabriqué en France. Ça aussi, c'est un gros sujet. J'en parlerai un petit peu plus plus tard. Et eux, leur approche, c'est finalement plus une poubelle à vos déchets organiques. Et finalement, sans rien faire, ce compost va alimenter une plante, ça pourrait être un plant de tomate ou autre. Voilà. Donc c'est autre approche, mais toujours lombricomposteur. Donc on se rend compte qu'on va apporter de l'ergonomie, on va apporter du sens voilà, à travers le design. Et finalement, ces objets-là sont beaucoup plus adoptés par rapport au code qu'on a et qu'on connaît aujourd'hui et ce qu'on pourrait rechercher.
J'ai parlé du four solaire, et là, finalement, il y a une entreprise depuis plusieurs années qui s'est créée sur la question des objets autour de l'énergie solaire. Un objet un de leurs objets qui est finalement un peu iconique, un peu leur signature, c'est ce four solaire pliable qu'on peut avoir dans une petite pochette, qui a gagné d'ailleurs le concours Lépine. Alors, je sais plus exactement en quelle année. Euh, c'est pas très important. 2018. Et en fait, donc je parlais des changements d'habitude dans le fait d'utiliser un four solaire. Ce qui est intéressant avec leur discours, c'est qu'ils vont plutôt s'intéresser aux nomades, aux gens qui aiment le trek, qui aiment la nature, etc. Et finalement, dans son sac à dos, avec sa gourde, on pourra avoir son petit four solaire qui permettra d'avoir un repas chaud sans forcément utiliser de combustible, etc., etc. Donc là, on se rend compte qu'il peut y avoir de l'innovation inspirée par des solutions plus low-tech. Et bon, du coup, j'ai failli, pour mon projet de diplôme en 2008, m'intéresser à la question des toilettes sèches. C'est toujours un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et il y a des entreprises, alors là, en l'occurrence, c'est une entreprise plutôt allemande, qui a conçu, qui a imaginé, un petit peu conceptualisé son projet de toilettes sèches en France d'ailleurs. Et on a, alors je vais pas faire un exposé sur les toilettes sèches, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ici, on a des toilettes à séparation, et on va pouvoir assez facilement finalement valoriser l'un et l'autre. Alors je ne l'ai pas illustré ici, mais il y a aussi une association qui s'appelle la Fumainerie à Bordeaux, qui testait en tout cas il y a quelques mois un système finalement très circulaire de toilettes sèches dans un milieu urbain. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait de ça, finalement, cette richesse qui aujourd'hui est envoyée loin et polluée, etc. Qu'est-ce qu'elle peut devenir et comment elle peut être valorisée par des entreprises qui, en plus, elles, vont la chercher, vont en avoir besoin de cette matière. Donc là, on est encore une fois sur des systèmes plutôt que des objets isolés et plutôt un même re-questionnement de la société et de sa manière de fonctionner. Et low-tech, du coup, basse technologie, high-tech, tout le monde connaît, etc. Moi, je suis né en 1985 et une des séries que j'adorais, c'était K2000. Alors, je sais pas dans l'assistance qui regardait cette série, mais ça faisait rêver Johan, euh, cette voiture qui parle, autonome, bourrée de petites loupiottes, qui peut aller jusqu'à je sais pas quoi, peut-être 400 miles à l'heure, et qui est finalement commandée par un riche jusqu'ici américain. Voilà, ça c'était l'image du progrès, du futur et une certaine forme de réussite. C'était ça qu'on voulait quand on parlait de l'an 2000 et des voitures volantes. Et finalement, 2022-2023, la bagnole arrive et en fait, on se rend compte qu'elle fait un peu un tabac à Vivatech, qu'elle essaye de réinterroger ce qu'est cet outil finalement de déplacement qui est réduit à son plus strict minimum, 4 roues, un moteur, et finalement 300-350 kilos. Et on pourrait se demander, enfin, si maintenant ce qui fait rêver, c'est pas plutôt ce genre de solution. Alors, moi, en l'occurrence, oui. Je sais certaines personnes dans l'assistance aussi. Et, et donc, il y a la question voilà, on parle de un peu réinventer des nouveaux imaginaires, des nouveaux modèles de réussite, des nouveaux moyens de consommer. La voiture, comme plein d'autres objets, on ne va pas l'éradiquer, on a besoin de se déplacer. Encore une fois, moi maintenant je suis en milieu rural et voilà, mais comment faire mieux, comment faire réparable, comment faire léger. Donc cette voiture, elle va pas à 400 miles à l'heure, elle va à 85 km/h maximum, 45 pour sa version sans permis, mais en tout cas, elle est utile, sans doute, elle est accessible et sans doute très durable. Oui, bah merci Julien. Je pense qu'on peut faire une petite pause question. Alors, il y a la première question que je vois apparaître là, c'est combien coûte la bagnole? Je crois que c'est un peu moins de 10 000 euros, je crois. Oui, c'est écrit, alors on le voit peut-être pas, on le voyait pas sur le slide, c'est voilà, elle est en précommande ou en commande à 900
9 990 €. Je pense dans cette Voilà. version. Après, il y a peut-être des options, mais en tout cas, elle démarre à ce prix psychologique sous la barre des 10 000. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que si on demande le prix, ça veut dire qu'on est intéressé. Donc, même si elle est chère. Donc, c'est là où on se rend compte de tout l'intérêt, effectivement, de mettre en forme ces solutions pour les rendre désirables. Moi, en l'occurrence, la bagnole, je l'achète très volontiers. Mais effectivement, c'est une question de moyens qui me gêne pour l'instant. Et ce qui est super, merci Julien en tout cas de nous montrer tous ces exemples. Voilà, parce que déjà, tu vois, en quelques minutes de présentation, déjà, tu nous montres des exemples de solutions qui donnent envie de passer le pas. Et ces solutions arrivent et il y en a de plus en plus. Là, c'est vraiment, il y en a ça arrive de tous les côtés. Alors, effectivement, il y a la question après du modèle économique qui n'est pas si évident que ça. Donc, j'imagine qu'il y a notre monde, de toute façon, est en mutation. On va avoir des contraintes externes qui vont arriver, qui sont de plus en plus présentes par rapport au coût des énergies, la disponibilité des matières, quand c'est des matières qui viennent de loin. On voit avec les semi-conducteurs, tous les produits qui sont fabriqués en Asie, où on a de plus en plus de difficultés à se fournir. Donc il y a des pressions qui font qu'à un moment, ça peut aider aussi à basculer. Je pense. Et puis ce qui m'a... Alors, du coup, ça questionne il y a la notion d'open source, puisque du coup, ça, d'un point de vue du modèle économique, comment toi tu penses que ça peut, parce que tu vas nous parler aussi de ton expérience après d'entrepreneur, peut-être que tu nous en parleras tout à l'heure, ce sera peut-être mieux peut-être à la fin, savoir ou maintenant Déjà, par rapport à l'entreprise, un des exemples que j'ai cité qui est Solar Brothers, eux, ils vendent des produits qui sont manufacturés, qui sont pas forcément des choses qu'on ferait soi-même si on devait faire peut-être un four solaire. L'idée, c'est pas de refaire peut-être leur four client, mais en tout cas, on peut aussi y mettre sur leur site internet à disposition des plans. Donc si on veut pas acheter leurs produits, si on veut en faire un autre, mais toujours être sur cette énergie solaire, on peut. Après, je pense en effet que c'est une bonne question parce que on veut pouvoir avoir l'objet clé en main. Peut-être que l'open source se trouve à un certain endroit, mais alors est-ce que c'est protégé? Mais en tout cas, l'idée c'est qu'on le ferait pas quand même soi-même. En tout cas, ces entreprises, donc Solar Brother qui a 20 ans, je crois qu'elle fonctionne bien, mais elle est effectivement beaucoup sur ce principe-là de je produis et je vends, qui est finalement un modèle assez classique. Oui, l'intérêt en fait est de pouvoir au final pas forcément le produire soi-même, mais en tout cas de le permettre à d'autres usines, peut-être locales, de produire localement du coup ce qui aurait pu être généré en fait du transport, un transport inutile. Donc c'est là où serait l'intérêt. Alors j'ai une première question. Est-ce que la société est prête à faire une sorte de retour en arrière, entre guillemets, en allant vers du low-tech? Moi, je sais pas si la société est prête à faire ça. Je dirais que c'est difficile parce qu'en fait, il faudrait que un certain nombre de choses soient organisées pour. C'est-à-dire que aujourd'hui, on parle peut-être de solutions individuelles. Je parlais tout à l'heure de la question de la fumainerie avec qu'est-ce que ça représente d'avoir des toilettes sèches chez soi. S'il n'y a pas une organisation autour qui facilite ça, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a produit finalement au lieu de d'évacuer comme ça en appuyant sur un bouton? D'ailleurs, il y a souvent cette question d'appuyer sur un bouton. Depuis des années, on est habitué à faire tout un tas de choses en appuyant simplement sur un bouton ou une pédale, etc., etc. Et du coup, effectivement, ce travail où on va être un peu plus impliqué, un peu plus actif, euh, dans ces différents systèmes, il faut finalement se réhabituer à tout ça. Et je pense que plus ce sera globalisé, plus on incitera et on fera en sorte que c'est facile, plus ça sera adopté. Mais c'est vrai que voilà, chaque juste décision individuelle à son niveau est quand même d'autant plus difficile à faire si on n'est pas un petit peu accompagné. Donc si on veut que ça ait vraiment un impact, je pense qu'il faut qu'on pense évidemment à une échelle beaucoup plus globale
Et peut-être que avec cette globalité et cette généralisation, ben, la société, ou en tout cas chaque individu, sera plus à même à aller vers ça. C'est vrai que du coup, d'appuyer sur un bouton et d'avoir tout de suite ce dont on a besoin, il y a une sorte d'accélération de la société qui devait nous permettre d'avoir du temps en plus. Au final, on se rend compte que pas du tout. Donc, quelque part, il y a aussi une mutation attendue de la société, peut-être pour qu'on ait plus de temps disponible pour plus avoir, enfin, se permettre de redonner de la valeur au geste et au fait de pouvoir remettre la main à la pâte dans notre quotidien, quoi. C'est vrai qu'entre low et slow, il y a qu'une lettre et il y a un peu de ça aussi, ouais. Ouais, très bien. Alors, on a ici donc un industriel, un fabricant de solutions d'éclairage, donc qui est déterminé à produire plus responsablement, plus durablement. Euh, mais du coup, par rapport au low-tech, comment est-ce que le secteur industriel pourrait se rapprocher de ce principe-là? Euh, c'est une bonne question. Ben, je pense que de toute façon, ça peut être la question des ressources, quels matériaux on va utiliser, où est-ce qu'on va s'approvisionner, la question de où est-ce qu'on va produire, la question là pour du luminaire, la question de la miniaturisation ou de la réparation. Est-ce qu'on est sur une boîte noire fermée et soudée, etc. Ou est-ce qu'on autorise aussi les gens à plus d'appropriation? Tu parlais de l'open source, ça parle aussi un peu de ça, de pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'objet et puis de pouvoir prolonger la vie, le modifier, l'améliorer. Mais voilà, est-ce que les industriels sont prêts à ça? C'est pas évident. Euh, Par rapport au modèle économique dont tu parlais, on va pas parler d'obsolescence programmée, mais il y a aussi évidemment cette question-là. Euh, Et est-ce qu'il n'y a pas déjà une première approche qui permettrait de tendre vers les low-tech, qui serait de l'économie de la fonctionnalité, en se disant que déjà en faisant en sorte que ce soit plus facilement réparable et du coup on est dans une forme d'entreprise garde un peu la main entre guillemets quoi, sur les produits qu'ils commercialisent pour ensuite générer un business plus forcément en revendant des nouveaux produits parce qu'ils arrivent en fin de vie, mais en les maintenant dans le temps, qui permettrait, enfin ça tend vers les low-tech, on tend vers ce principe-là, quoi. mais c'est un système, oui, c'est un système intéressant effectivement de pas essayer de vendre à tout prix, mais voilà, il y avait, je pense que c'est Socialter aussi qui disait qu'on rentrait dans l'ère de la maintenance et essayer de faire durer et de prolonger ce qui existe déjà plutôt que de toujours être dans la nouveauté et revendre du nouveau. Ouais, t'as raison. Une autre question. Est-ce que, selon vous, la démarche low-tech est intégrable dans un processus de design au sein des entreprises existantes? On revient un petit peu à cette question-là, mais vraiment dans le processus même de design. Donc des entreprises qui sont plus tournées vers de l'industrie. Mais là, on est plus dans la question du comment ça s'intègre dans le process design. Ouais. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même de toute façon. Alors, je sais pas si ça va répondre un petit peu à la question, mais juste après, là, il y a une étude de cas un peu sur la question de réemploi de blocs, on va dire, électroniques fonctionnels, où finalement, le design, déjà, ne vient pas simplement par-dessus un système qui est déjà bien rodé et un peu bien bloqué, où on va essayer de se dépatouiller dans ce système-là, mais il y a de toute façon toujours un peu la question de repenser le système. Donc ça dépend. Est-ce qu'on veut faire un petit peu mieux ou est-ce qu'on veut essayer d'être un peu plus radical et de repenser la question de l'approvisionnement, la question de la fabrication, la question de la diffusion, etc. Donc c'est voilà, dans quel sens on met les choses, quoi. Est-ce que c'est un designer qui vient s'intégrer dans quelque chose qui est figé ou alors finalement on essaye de revoir les choses plus en profondeur. Et est-ce que aussi dans un process design, on ne pourrait pas imaginer qu'il y a des sortes comme on fait des concept cars, mais là on pourrait faire dans process design concept car low-tech, parce qu'en fait on se rend compte au final que ces grosses entreprises qui fabriquent qui sont toujours dans le même mode un peu de production habituelle, même s'il y a des mutations qui se créent, hein, mais qui mettent du temps forcément à se mettre en place.
Et on voit que finalement, la voiture Kilo, c'est une start-up, c'est une autre entité qui le met en place. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est obligé de se déconnecter des process existants pour vraiment pouvoir mettre en place des choses pertinentes. Mais du coup, est-ce que ça y a une difficulté, quoi. Enfin, du coup, aux grosses entreprises d'intégrer de créer des nouveaux objets qui s'inscrivent vraiment de manière plus, plus profonde dans ces principes-là, quoi. Question d'échelle, effectivement, question de la localisation. À un moment donné, on produisait à un endroit et puis on essayait de diffuser, enfin, on essayait, pas encore en parler au présent, mais de diffuser au plus grand nombre à travers le monde et finalement, avec beaucoup de transport, de flux de matière, etc. Donc, il y a plein de solutions finalement plus légères. Voilà, pour produire, je sais pas combien de voitures. Il y a aujourd'hui cette usine qui est dédiée, qui est en France, qui permet ça et qui permet de peut-être monter la chaîne avec les outils qu'il faut et des outils sans doute moins high-tech que pour d'autres automobiles ou de choses comme ça. Donc j'ai l'impression que effectivement, comme tu dis, il faut un peu maîtriser la chaîne et un peu penser à côté peut-être des gros et des systèmes les plus implantés pour vraiment réussir à faire autrement. Et là, j'ai une question. Est-ce que le concept low-tech est bien compris en B2B? Est-ce que toi, tu as un peu une vision là-dessus sur des modes de commercialisation plutôt business to business? Là, comme ça, là, tout de suite. Ouais. Pour l'instant, ça reste, pour l'instant, les low-tech, oui, quelque chose qui est encore... on a l'impression un peu hors sol, tu vois, un peu par rapport au hors sol, enfin plutôt non, ils sont encore plus plus ancrés dans le sol, mais du coup hors sol par rapport à à nos habitudes, quoi. Mais du coup dans le B2B, c'est vrai que c'est peut-être compliqué encore d'intégrer ça, quoi, mis à part dans des goodies peut-être. Des goodies d'entreprise. Ça dépend ce que tu mets dans les goodies et est-ce que ces goodies doivent exister vraiment. Donc, oui, c'est clair, mais c'est un peu le piège qu'on peut avoir. Mais bon, voilà, ça c'est rien du tout. Ok, bon, on prendra d'autres questions à la fin de la présentation. Ce qui est bien, ce qui est chouette, c'est qu'on voit que il y a ça suscite beaucoup d'interrogations, beaucoup d'interactions. Et du coup, on parlait de cette question de production d'objets, production industrielle, etc. Entre autres, toujours, donc la même entreprise, la même agence de design qui a fait ce projet de recherche autour du rafraîchisseur avec un système naturel à base de terre et d'eau. La question, c'est quel est l'impact aujourd'hui des appareils donc l'idée, c'est qu'on aura a priori encore longtemps besoin de ces appareils électriques et électroniques. On se rend compte aussi qu'il faut réduire les déchets, qu'il faut réduire la consommation d'énergie, etc. Et pourtant, ça ne fait aujourd'hui qu'augmenter. Et aujourd'hui, les appareils électroniques, les D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques, donc augmentent. On dit qu'on essaie dans la mesure du possible de les recycler. En fait, pour une grande partie, on ne sait pas ce que ça devient. Une grande partie va être simplement broyée parce que ça va être difficile à démanteler, difficile de récupérer les éléments, récupérer les matériaux, c'est de plus en plus petit, de plus en plus imbriqué, etc. Et donc on parlait donc aussi sortir d'une certaine linéarité et penser à des systèmes plus circulaires. Et donc le designer, finalement, cette réflexion-là vient d'une agence de design qui peut par ailleurs aussi travailler avec des gros industriels de l'électroménager, etc. Mais qui va se dire comment on fait, encore une fois, souvent ça part d'un constat, ça part d'une observation, qu'est-ce qu'on a autour de nous, qui a finalement une valeur qu'on ne voit plus, qui va grandir avec le temps, mais qui est là, et comment s'intégrer dans un système et finalement peut-être détourner quelque chose qui est un peu défaillant pour le valoriser et en sortir finalement des solutions plus pertinentes. La mise en réseau, la coopération, donc finalement aujourd'hui
Bon, c'est pas une agence de design qui va régler ce problème-là elle toute seule, mais il y a pas mal d'entreprises, d'associations, de groupes qui récupèrent déjà, enfin, qui sont complémentaires, qui récupèrent des appareils, qui peuvent les réparer, les démanteler, etc. On se rend compte en fait que si on analyse ce qu'on récupère, il y a 80% des appareils qui en fait sont en état de marche ou quasiment en état de marche. Et si on va au niveau des éléments fonctionnels électroniques, il y a 95% de ces éléments-là qui sont fonctionnels, mais voilà, qui sont jetés. Alors je parlais d'obsolescence programmée un peu rapidement, mais finalement sur un système global, on dit que voilà, l'objet ou le système est aussi fragile que son plus fragile, son composant le plus fragile. Donc il suffit qu'il y ait 1% d'un système qui soit défaillant pour qu'on en jette les 99% autres. Donc cette démarche-là, elle est particulièrement intéressante parce que on a des métaux rares, on a beaucoup de technologie, beaucoup d'intelligence dans ces appareils-là, ils fonctionnent, mais on les détruit, en fait alors il y a l'upcycling et le downcycling, on va dire, c'est-à-dire que on peut même pas produire des choses équivalentes avec, et on va dégrader toute cette matière et toute cette richesse qu'on a à disposition et qu'on a en très grand nombre. Donc il y a cette question du démantèlement et finalement, qu'est-ce qu'on fait avec ces éléments-là, ces briques qu'on a. Donc pareil, cette agence-là, associée à des écoles et à des étudiants en design, finalement prennent ces briques-là et se demandent comment on peut les recombiner, comment on peut imaginer des néo-objets à l'heure de l'Anthropocène, où finalement on n'aura plus un objet qui sera uniformisé, qui sera identique, mais on a plutôt des micro-briques fonctionnelles qu'on pourra assembler ensemble pour obtenir des objets qui auront la fonction et qui seront vraiment le fruit des éléments trouvés à un instant T, à un endroit, pour apporter cette fonction. Et donc, comme preuve de concept, encore une fois, là, ils se sont intéressés à la question de la cafetière. Il y a des éléments récupérés, il y a peut-être quelques éléments, un pourcentage d'éléments qui sont refaits, fabriqués, sur mesure, imaginés. Mais là, l'idée, c'est d'avoir un peu sur le principe d'une plaque, comme ça, un peu pinboard, de pouvoir plugger ces composants, et puis de leur redonner une vie à travers un objet qui a du sens. Donc là, comme ce serait peut-être encore difficile à accepter d'avoir ça dans sa cuisine, la question c'est aussi d'apporter un peu d'acceptabilité en reprenant des codes. Voilà, donc peut-être un capot, enfin, on va cacher ces éléments-là. Alors, pas uniquement pour des questions esthétiques, mais aussi des questions de sécurité, etc. Mais contrairement à la boîte noire dont je parlais tout à l'heure, évidemment, on retire son capot, on voit que je sais pas, il y a une soudure ou il y a un composant qui a grillé. Là, on n'a pas besoin de jeter tout l'objet, on peut simplement changer cette petite brique et l'objet est reparti pour encore un certain temps. Donc, on se rend compte que finalement, le designer a ces idées-là, ne peut pas tout seul sans les industriels ou sans des décideurs ou un système qui veut bien être pensé, agir tout seul, mais en tout cas, il y a des initiatives et des réflexions hyper intéressantes. Et là, je parle d'une initiative qui est née dans la Drôme, et il y en a plein en France et plein dans le monde, mais en gros, c'est comment on réimagine aussi des modèles économiques à partir de ces constats et de ces postulats et envie de un peu changer la production d'objets et la consommation d'objets. Toujours sur l'exemple un peu de l'électroménager, donc là, c'est un exemple qui me touche plus particulièrement, sur lequel j'ai travaillé. Donc Bon Sens, c'était une tentative de création d'entreprise low-tech et design sur la question de la conservation des aliments. C'est possible sans électricité. Donc pareil, constat de départ, une infographie de l'ADEME. Un réfrigérateur est très polluant, très gourmand à 2 endroits principalement de sa vie. Déjà un peu avant sa naissance, la production des matières premières. Il faut énormément de matières premières pour produire un réfrigérateur. Et ensuite, au niveau de son utilisation, ces appareils de froid sont des appareils qui sont branchés en continu et qui fonctionnent en continu. Euh, et finalement, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, tant qu'on a du courant, on le consomme pour essayer de prolonger les aliments, etc.
Donc la question finalement, c'est de revenir un peu à la base. Qu'est-ce qu'on veut conserver? Et donc finalement, de toute façon, il y a cette question aussi, bon, la santé, de produits transformés, etc. Donc la base, on va dire, c'est le fruit, le légume frais. Et comment lui il vit, comment finalement, à partir du moment où il a été ramassé, cueilli, il va se dégrader visuellement, gustativement, etc., etc. 2021-2022, finalement, on connaît ce principe de frigo du désert des années 90 dont je parlais. Donc finalement, tout le monde a des pots en terre cuite poreuse chez lui, et puis est capable de récupérer un peu de sable et puis de se fabriquer son frigo du désert. Donc faut noter que finalement les pots, on les a pas faits, que c'est assez compliqué aujourd'hui de faire les pots, qu'on est finalement dépendant d'ateliers qui parfois, alors beaucoup en Italie, mais où d'autres endroits du monde vont produire en très très grande quantité ces pots-là, et on va les détourner finalement pour faire ce système de rafraîchissement d'aliments. Donc on part de ça. Donc, années 90, on est en 2020, on va dire, et finalement les choses ont assez peu évolué et bougé à ce niveau-là. Donc finalement, un peu comme le Low Tech Lab, on se dit, je m'intéresse à la question de la conservation des aliments hors frigo, je me mets en condition. Donc on a transformé un placard pour le transformer en garde-manger et interroger et expérimenter au quotidien cette question de la conservation des aliments. Comment ils se conservent dans mon frigo, parce que j'en ai encore un, comment ils se conservent à l'extérieur, sans prise en compte particulière, comment ils se conservent aérés à l'abri de la lumière, comment ils se conservent dans un endroit un peu plus frais, dans un frigo du désert à Sirpote. Toutes ces questions-là d'observation, avec un peu comme aussi à l'époque, finalement, on tombe toujours sur les mêmes méthodologies, comme à l'époque du projet de diplôme, on va voir les gens, on va les interroger, on va voir comment ils vivent, on va voir comment ils pourraient vivre, on va voir comment ils pourraient s'approprier ce genre de système. Donc on a fait tout ce travail-là préliminaire pour comprendre déjà un peu plus le sujet et puis le vivre, toujours à noter aussi les observations. Et finalement, du coup, avec la casquette designer, je parlais en introduction de ce côté-là, de l'impression 3D finalement qu'on a rencontré en 2015-2016. Je me suis rapproché physiquement du Fab Lab qui a cette machine-là et qui est un super outil pour prototyper. Et finalement, après avoir fait un certain nombre, finalement, s'être fait la main sur des objets très décoratifs, techniques, sur la question du motif, etc., de la couleur, de la forme, une envie assez naturelle vient d'apporter de la fonction, d'aller au-delà de quelque chose qui a principalement une valeur esthétique et d'être aussi sur cette valeur d'usage. Donc on commence à interroger finalement cette question de la double paroi. Au lieu d'avoir un pot dans un pot, on essaye d'imaginer un objet qui est lié aussi à cette technique d'impression 3D qui permet ça, un objet à double paroi qui serait autonome, qui permettrait finalement d'avoir ces cellules dans lesquelles on mettrait du sable, dans lesquelles on mettrait de l'eau et qui rafraîchirait. Donc là on est plutôt sur un modèle, sur un format bouteille, mais vraiment qui était un tout premier test. Et puis on a des intuitions, on se dit finalement, j'ai cette terre, j'ai cette surface de contact entre l'air et mon objet, mon dispositif. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente l'épaisseur de la terre, si j'augmente un peu virtuellement cette surface entre l'air et l'objet. Donc en gros, on commence à imaginer un protocole, s'il y a plus de sable, c'est un protocole de recherche et d'expérimentation. Et encore une fois, pareil, hein, on se sert de l'outil qu'on a pour comparer les choses et voir si j'avais totalement le choix dans la forme de l'objet, ses épaisseurs, etc., ses proportions, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je devrais faire pour augmenter son efficacité voilà, en tant que système là, de conservation et de refroidissement. Et donc on maquette, on prototype, on teste en intérieur. Donc là, on est plutôt sur un système qu'on imaginait peut-être presque un peu plus urbain. On n'a pas de jardin, on peut pas faire un trou dans son jardin pour avoir tout le temps cette température assez fraîche, etc. Déjà, c'est une certaine démarche d'aller faire un trou dans son jardin pour mettre des légumes. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans un appartement, dans une maison française 19, 20 degrés, etc., pas forcément de courant d'air ou un peu ça, est-ce qu'on pourrait imaginer
utiliser ce genre d'objet? Est-ce que ça aurait du sens? Est-ce que ça marcherait? Donc on teste en intérieur, on teste en extérieur. Concrètement, hein, là, sur ce qu'enregistre ce petit thermomètre, donc c'est une différence de à peu près 8 degrés entre la température à l'extérieur et la température dans l'objet, ce qui est super en fait par rapport à cette capacité naturelle de refroidir, mais on se rend bien compte qu'on est bien loin des capacités d'un réfrigérateur, etc. On n'est pas du tout sur les mêmes températures. Malgré tout, on se rend compte que ça a un effet sur la conservation des légumes, mais voilà, en termes d'efficacité, on peut vraiment s'interroger. Voilà, parce que finalement, conserver à 25 degrés, parce que c'est toujours relatif à la température qu'il fait à l'extérieur, on va baisser de, en fait, à peu près 5 degrés facilement, mais au-delà, ça commence à devenir assez compliqué. Et puis là, le souhait n'était pas forcément de rajouter, comme le rafraîchisseur d'air, de la ventilation, quelque chose qui sera alimenté électriquement. Donc voilà, on fait tous ces tests-là, et on essaye aussi en parallèle de s'interroger sur la forme que pourrait avoir cet objet-là, les fonctionnalités, peut-être des astuces ergonomiques. On se rend compte aussi à l'usage assez rapidement que c'est pas évident finalement de recharger cet objet en eau dans cette gouttière entre ces deux parois. On en met à côté, etc. Donc voilà, finalement, on réflexe un peu de designer, on essaye d'améliorer l'existant et cette espèce de couvercle qui pourrait enfermer finalement cette atmosphère plus fraîche. Et en même temps, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas simplement d'un seul geste à un seul endroit faire ruisseler l'eau dans le sable, etc. Donc essayer d'apporter une espèce de facilité comme ça d'usage. Il y a un truc presque un peu ludique, on a envie d'y retourner, on a envie de le recharger en eau, parce que s'il n'y a plus d'eau, ben, forcément ça ne rafraîchit plus. Donc on fait des modélisations, on fait des maquettes voilà, pour tester, pour pareil encore une fois, tourner autour, s'approprier, qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir cet objet là chez soi. Et puis ben, pareil, hein, de la même manière, on va le maqueter et on va le tester finalement en situation. On a produit un certain nombre d'images et de maquettes pour une étude de marché, donc en se disant finalement, bah, c'est quoi le modèle? On était sur, on conçoit, on trouve des artisans, des entreprises locales pour fabriquer, avec des matériaux locaux, des matériaux renouvelables, etc., etc. On s'est dit, de toute façon, il faut vraiment qu'on essaye de voir s'il y a un marché, s'il y a des gens qui seraient intéressés. On s'est rendu compte, au fil des discussions, qu'il y avait, pareil, un intérêt intellectuel pour cette proposition assez énorme, qu'il y avait déjà pas mal de gens, de plus en plus de gens qui étaient sans frigo, des choses comme ça, et qui aujourd'hui bidouillent, finalement, vont mettre un panier sous un escalier, qui vont, enfin voilà, essayer de trouver des solutions comme ça, jour après jour, en fonction de l'endroit le plus frais, l'endroit le plus humide, l'endroit le plus sec, mais qu'il n'y a pas aujourd'hui de solution qui existe pour améliorer vraiment et faciliter leur conservation. On se rend compte aussi, comme comme le four solaire, que c'est pas je débranche mon frigo, je mets ce garde-manger, ce frigo du désert, et finalement c'est à peu près pareil, mais j'ai juste un objet qui est moins polluant, moins consommateur d'énergie. En fait, il y a toute une question de pédagogie, il y a toute une question de comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait, en fait, redécouvrir que, ou apprendre que la tomate qui n'a jamais vu le frais, la tomate fraîchement produite, ne doit pas finir au réfrigérateur si on veut garder son goût, ses qualités, etc. Et en fait, expliquer comment ça fonctionne, expliquer les bonnes pratiques d'une certaine manière, c'est presque aussi important que de bien penser l'objet en lui-même. Et on a finalement, au fil du développement de cette idée d'entreprise, on est passé on s'est fait accompagner pour démarrer une étude de marché, dont je parlais, pour confronter aussi ces intuitions un peu de design, d'usage, de proportion, de matériaux, de forme, de style, etc., confronté vraiment aux gens. Et alors, de manière unanime, le projet est vraiment extrêmement bien reçu. Donc, il faut y aller, le monde a besoin de projets comme ça, etc. Alors oui, il serait fabriqué en France par des artisans, par des manufactures, par des ateliers, mais c'est super, c'est super. Pourtant, moi, j'achèterais pas cet objet s'il n'est pas fabriqué en France. Bon, ça serait bien qu'il soit personnalisable parce que
Moi, bon, peut-être ma cuisine, elle est verte, et puis j'aime bien le noir, ou j'aime bien le bois comme ci, d'accord. Et alors, la question fatidique, à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, de finalement, combien vous penseriez pouvoir acheter cet objet, à quel prix vous l'achèteriez. Bon, là, je prends un peu l'extrême, mais finalement, quand je dis l'objet, c'est presque les 3 modules que je montrais tout à l'heure, avec 3 univers de 3 ambiances de conservation. Finalement, on se rend compte que par rapport à ce que coûtent vraiment les choses, à ce que coûte la matière, à ce que coûte sa transformation, à ce que coûte un artisan ou une manufacture en France, en fait, on est très loin de ce que les gens pourraient mettre pour acheter cet objet-là clé en main, pour que l'entreprise soit viable économiquement et puisse investir pour améliorer ses systèmes, en développer d'autres, etc. Donc finalement, ce projet-là, c'est pas la seule raison, mais on s'est rendu compte que au point où on en était, il y avait encore beaucoup de freins, beaucoup de choses à régler. Et en fait, on a préféré, en l'occurrence, à la moitié de cette étude de marché, au moment où il fallait se poser la question de revoir le design, finalement, essayer de satisfaire en V2 toutes les, euh, toutes les informations qu'on avait récoltées, qui étaient hyper riches. On s'est dit que, en plus, voilà, question de l'énergie qui a commencé à pointer, etc., euh, qu'on n'était pas prêt, qu'on n'avait pas envie, qu'on n'avait pas les capacités de se lancer dans la création d'une entreprise pour porter un projet aussi lourd et aussi riche à partir de rien. Et que peut-être une entreprise qui est déjà structurée, qui est déjà implantée, pourrait imaginer se lancer dans ce genre de projet. Mais quand il y a tout à monter, etc., c'est beaucoup. Enfin, ça nous paraissait vraiment mission impossible. Mais pour finir quand même sur une note positive, parce que bah, c'est très positif hein, comme expérience, hein, vraiment c'est pas à refaire, on le referait et il fallait le faire. Mais il y a notamment cette exposition 100% Makers, vilotech.fr, une exposition physique avec pas mal de projets, surtout des projets d'étudiants, des projets de diplôme autour d'Helotech, où on se rend compte que finalement les jeunes générations, les jeunes designers prennent vraiment à bras le corps cette question-là. Je parlais aussi de la question du diplôme. Qu'est-ce que je vais faire là pendant un an? J'ai carte blanche. Et donc ça, c'est plutôt rassurant. Et c'est vrai que par ailleurs, en étant enseignant, en assistant régulièrement à des projets de diplôme, en observant, en ayant une veille permanente sur ce qui se fait et ce que produisent les étudiants aujourd'hui, on a vu une évolution, une accélération de la prise en compte de ces questions-là. Et par exemple, ils auront aussi cette liberté d'imaginer, de repenser justement les rituels, de repenser, de ne pas faire une douche classique qui va consommer 20% de moins d'eau ou un peu moins d'énergie, etc. Mais de vraiment essayer d'aller loin et de se dire de quoi on a besoin, est-ce qu'on peut revenir à des solutions plus simples? Alors, en perdant le confort, en modifiant le confort, et de toute façon, si on doit y aller, si on doit passer par là, autant accompagner et autant essayer de faire ce que le design peut faire, c'est-à-dire accompagner les usages, les habitudes, etc., plus ou moins en douceur, et voilà, en apportant des choses plutôt positives et ne pas être que dans la contrainte. Donc il peut y avoir de très belles choses, inventer des nouveaux rituels, inventer de nouveaux imaginaires à travers l'objet, à travers voilà, des usages des rituels. Et Léotech, ça peut aller vraiment dans plein d'endroits. Et je finirai avec ce projet-là d'enseigne Léotech qui, en plus de ne pas forcément consommer d'énergie ou plus ou moins d'énergie, finalement va encore plus jouer son rôle de se démarquer, finalement attirer, etc. Et puis peut-être encore plus donner de sens à la question voilà, de cette signalétique de dire je suis là, etc. Que d'autres solutions qui sont plus globalisées, plus généralisées. Super. Ben, merci beaucoup, Julien, pour tous ces exemples. Surtout, ben, tu as été, enfin, voilà, t'as partagé vraiment de manière très transparente le projet de bon sens. Donc, enfin, voilà, ça fait plaisir de voir aussi ben, toute la démarche que vous avez eue dans le projet. Alors, j'ai eu quelques questions. Alors, il y avait la question sur pourquoi le projet Bon Sens n'a pas marché, mais ça, je pense que tu y as répondu. Je vais te poser des questions qui ont été posées juste après la première pause, avec déjà une citation d'Oscar Wilde. De nos jours, les gens connaissent le prix de tout,
mais ils ne savent la valeur de rien. Et avec comme question les, les low-tech n'auraient-elles pas un rôle pour nous faire prendre conscience de la valeur de ce que nous possédons déjà et de ce que nous consommons, de ce que nous souhaitons? C'est une belle question. Bah, je pense qu'il y a un peu ce côté-là, un peu, tu parlais de ralentir, etc. Il y a ça aussi, hein, effectivement, euh, la question de nouveauté, la question euh, d'objets qui ont du sens, moins mais mieux, etc. Donc, je pense que ça peut poser cette question-là. Enfin, en tout cas, ça peut amener à ça, de se dire, voilà, d'être moins dans une espèce de un peu de fuite en avant et plus dans, de toute façon, prise en compte de mon environnement, de finalement ce que j'ai déjà et à différents niveaux, ce que j'ai déjà en objet manufacturé, ce que j'ai déjà en quoi ça, ou ce que j'ai autour de moi, mais que je remarque plus, qui peut m'apporter des services. Ouais, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment que c'est comme si c'était une prise de recul, quoi. C'est-à-dire ça nous permet de nous questionner, de dire, ben, bon, les low-tech, on se rend compte que ben, peut-être qu'il faut aller vers ça, mais du coup, effectivement, si on met en perspective notre propre vie actuelle, nos modes de consommation, etc. Donc, ça participe en tout cas à la prise de conscience de la chance qu'on a d'avoir tout ce qu'on a et de se dire, ben voilà, effectivement, comment on fait pour passer, pour aller vers des solutions plus sobres. Mais du coup, ça implique une transformation de notre quotidien, de nos usages. Donc ensuite, il y avait une question sur tout ce qui était normes de sécurité. Est-ce que les low-tech échappent aux normes de sécurité? Est-ce que les low-tech finalement peuvent être produites aussi industriellement? Est-ce que ça n'a pas du sens de produire industriellement on pourrait dire, bon, on fabrique en Asie, mais du coup des solutions plus sobres à moindre coût. Est-ce que bon sens, ça vous est pas traversé l'esprit dans le projet de fabriquer ailleurs que localement? Et du coup, est-ce que vous aussi, vous avez pris en compte les normes de sécurité? Est-ce que justement vous êtes détaché de ces contraintes? Bah, au-delà enfin, pas forcément sur les normes de sécurité, mais c'était déjà sur une certaine forme de durabilité parce que finalement, cette terre poreuse qui allait être en permanence imbibée d'eau allait finir par vivre d'une certaine manière. Il y a des choses qui allaient commencer à pousser dessus, etc. En plus, c'est censé être dans une cuisine. On est quand même assez hygiéniste, on va dire. On aime bien que les choses soient propres, etc. Donc il y a aussi cette question-là de qu'est-ce que ça veut dire un objet finalement qui va vivre. Alors, on va dire qu'il va se patiner, mais en tout cas qui va se dégrader par rapport à nos référents actuels. Donc il y avait cette question-là, est-ce que les gens sont prêts à ça, de commencer à avoir du salpêtre ou des choses comme ça qui poussent à côté de leur carotte. Et sur les normes de sécurité, je pense que ça, euh, l'idée c'est évidemment pas sous prétexte de faire des low-tech, de mettre en danger voilà, la vie de quiconque enfin, je pense pas que ça veut dire que ça va se prémunir ou ne pas avoir besoin d'un minimum de tests et de validation, voilà. Mais a priori, peut-être qu'on pourrait dire que par définition, la low-tech intrinsèquement ne sera pas dangereuse, ne doit pas, ne doit pas être pas dangereuse. Mais voilà, en tout cas, ça peut poser des questions et je vois pas comme ça sur le principe, sur le papier, pourquoi il faudrait pas, ça serait pas rattrapé par la question des normes. Et puis après, il y avait l'autre question aussi qui était sur la question de est-ce que ça a du sens de produire peut-être industriellement certaines low-tech. Euh, je pense que c'est déjà fait, je pense que ça passe par la tête de pas mal de gens finalement de faire des choses peut-être moins gourmandes, etc. Mais ça, comment dire, peut-être que ça fera un objet moins gourmand en énergie, en ressources, etc. Donc il y aurait un mieux, mais on dévoie quand même un petit peu la philosophie au-delà de voilà de l'objet, du système technique. Il y a toute une manière de penser. Euh, et l'idée, c'est pas de faire un truc pour que ce soit à tout prix moins cher, très très loin dans des conditions qu'on maîtrise pas.
pour essayer d'en vendre au plus grand nombre, etc. Donc, enfin, en tout cas, c'est vraiment des questions qu'on s'est posées, c'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit, c'est plus cher, est-ce qu'il faudrait pas produire dans des pays où c'est moins cher? Et en fait, très vite, la réponse a été non, parce que simplement, on n'a pas, enfin, ça correspondait pas à nos valeurs, on n'avait pas envie, finalement, qu'ils soient immédiatement rattrapés par un système bon, ben, je vais produire moins cher parce que les artisans français sont trop chers, etc. Donc c'est vrai que peut-être on peut se dire c'est dommage parce que ça veut dire que cette solution n'existera pas et que peut-être elle n'empêchera pas certaines personnes de s'équiper en nouveaux réfrigérateurs. Mais en même temps, est-ce qu'il fallait aller là-dedans malgré tout? En fait, c'est une vraie question qui est très ouverte et on n'a pas de réponse hyper tranchée là-dessus. C'est très dur. Dans tous les cas, cette approche low-tech a cette vertu donc de remettre en perspective notre propre mode de vie et aussi pour les industriels leur propre mode de conception en se disant mais est-ce qu'on ne peut pas éviter, parce que souvent on va à la facilité de ce qu'on a à disposition quoi, sur étagère et du coup d'imaginer, de concevoir des nouvelles solutions. Je pensais, je sais plus le nom de cette entreprise mais qui fabrique des vélos qui sont fabriqués en France avec des batteries qui sont en fait des supercondensateurs et plus des batteries au lithium. Et du coup, ça permet aussi de se dire, mais aussi, il y a d'autres technos qui sont disponibles. Peut-être qu'on va inventer d'autres technologies qui vont permettre de répondre aux enjeux des low-tech. Et du coup, les ingénieurs, en plus, j'ai l'impression, hein, aiment s'engager là-dedans, dans ces nouvelles modes de concevoir. Quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, j'entendais quelqu'un qui me disait mais enfin, tout a été inventé, plus rien à faire, donc on a l'impression qu'on va, je sais pas moi, refaire le énième tabouret parce qu'il faut juste qu'il y ait un peu de nouveauté, etc. Mais en fait, on se rend compte quand on commence à mettre un peu le doigt, alors ça marche dans plein d'autres domaines, mais de mettre le doigt dans les low-tech, il y a en fait énormément à faire. Voilà, notamment par rapport à toutes les questions qui ont été posées là, sur la question de la relation low-tech et industrie. Euh, il y a un champ voilà, d'expérimentation pour peu que les industriels soient ouverts à ça, qui est assez énorme. Quoi. Ben oui, c'est donc faire voilà, moins gourmand avec un usage au moins identique, enfin en tout cas un bénéfice d'usage au moins identique à ce qu'on avait avant. Bah ça, par contre, c'est là où ça va être compliqué. Donc je pense qu'il y a cette question d'acceptation, enfin en gros ça ira avec aussi peut-être revoir nos référentiels, on va dire, et d'accepter, comme je disais tout à l'heure, de moins maîtriser. Et d'accepter qu'à un moment donné, ben, dans la nature, parfois les conditions sont réunies pour que ça marche, et parfois ça marche pas. Alors qu'aujourd'hui, depuis des années, on est habitué à ce que ça marche tout le temps. Et donc, voilà, est-ce que dans le futur, et peut-être qu'on n'aura pas le choix, on acceptera d'avoir des choses qui sont un petit peu moins performantes, rendent le service, mais demandent un effort peut-être supplémentaire, mais qui peut être complètement compensé par une autre manière simplement de vivre aussi les événements, le recul dont tu parlais. Et je pense que voilà, une perte peut vouloir dire totalement gagner autre chose en général. Ok, alors on va prendre une dernière question. Il y avait une question sur l'énergie, mais qui est un peu complexe, je pense, un peu déconnectée du coup de ta pratique sur les énergies renouvelables, etc. Enfin, parce que pour produire les low-tech, il faut aussi de l'énergie. Donc il faut aussi produire de l'énergie qui soit moins impactante. Alors, il y a une question qui va du coup concerner un peu plus particulièrement, puisque c'est sur l'impression 3D. Donc Axel qui demande, Julien, l'impression 3D est considérée comme une high-tech. Quel pont fais-tu entre l'impression 3D et les low-tech? Quel penchement entre un peu et les low-tech? Mais j'en ai un tout petit peu parlé là pendant la présentation en disant, ben voilà, en prenant un peu les devants et en disant que finalement cet objet-là, en tout cas cette imprimante, bah, évidemment a été alimentée avec de l'énergie, etc. Euh, j'ai parlé du collectif BAM. Le collectif BAM, on a failli collaborer avec eux sur la question d'un frigo désert il y a quelques années qui serait imprimé en 3D. Et en fait, eux étaient limités. Ils avaient un projet de frigo du désert qui était intégré à un autre projet un peu plus large. Et ils étaient limités formellement avec ce qu'ils pouvaient trouver, etc., pour pouvoir fabriquer le prototype, la maquette. Donc je pense que l'impression 3D, elle permet pas de tout faire.
en termes de forme, etc., mais elle permet de tester certaines choses. À l'étape de la maquette et du prototype, ça peut avoir beaucoup de sens, et après, à la question de la production à plus large échelle, il faut sûrement réinterroger ça. Mais je pense que ça peut faciliter, accélérer d'une certaine manière toute une phase de recherche. Voilà, donc on l'utilise dans le cadre global de réflexion et d'un développement des low-tech. Je pense pas que ce soit à totalement mettre de côté, mais voilà, peut-être que en tout cas, et aujourd'hui c'est le cas, hein, parfois pour développer des solutions low-tech, on est obligé un petit peu de passer, en tout cas peut-être de manière transitoire, à de la high-tech. Et, et après, juste un autre petit point, c'est qu'il y a des années, il y a un designer qui a créé la première imprimante 3D analogique. Donc en fait, c'est utiliser simplement la gravité, etc., des poids, un petit profilé en fil de métal plié, etc., mis en forme. Et finalement, cette machine suivait. Donc c'était une recherche hyper intéressante, une imprimante 3D vraiment low-tech pour le coup. Super. Bah, merci beaucoup, Julien. Il y a eu d'autres petites questions, mais bon, n'hésitez pas à contacter aussi Julien si vous avez des projets, par exemple, en design et low-tech. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter, nous, au Design Spot. Voilà, on pourra répondre à vos questions avec plaisir. Vous retrouverez donc cette conférence en ligne sur notre chaîne YouTube avec une meilleure qualité, un peu moins dégradée. C'était la petite blague sur vous habituer au low-tech. C'était un petit peu compliqué avec les grèves d'organiser cette conférence qui se fait normalement en présentiel. Mais voilà, donc merci Julien d'avoir tenu quand même le pari de le faire en distanciel. Et puis aussi à l'équipe du Design Spot, donc Clément surtout et Lorraine. Donc surtout pour Clément, parce que c'est lui qui a souffert. Merci Clément, je suis désolé. Mais j'aurais préféré être parmi vous. Bah oui, ça aurait été. Mais la prochaine fois, voilà, on t'accueillera avec plaisir au Design Spot et n'hésitez pas, voilà, restez connectés avec nous pour voir les prochaines conférences. La prochaine sera justement avec Bertrand de l'agence, entre autres, sur les nouveaux modes d'industrialisation. Donc, il vous présentera peut-être aussi l'exemple de système de climatisation low-tech, mais il y aura aussi plein d'autres exemples. Et puis, à très bientôt et à très bientôt, Julien. Et merci beaucoup. Merci. Au revoir.